je voulais vous proposer finalement une espèce de petite mise en perspective ou de zoom sur la question du vivant, justement, de cet Anthropocène et de cette Gaïa qui nous a été présentée. Donc c'est très bien qu'on ait eu cette question juste avant sur la partie vivante, parce que c'est là-dessus que je vous propose de faire une petite analyse. Alors moi d'où je pars, c'est de la position d'un écologue finalement intrigué par l'existence et la manipulation de certains chiffres qui parlent de la biodiversité, après en avoir usé et abusé de ces chiffres, et j'ai voulu prendre un peu le temps de savoir d'où ils venaient et comment ils étaient construits. Donc l'objectif de cette recherche en cours, qui est donc les résultats sont provisoires, c'est d'essayer de comprendre comment on peut construire quelque chose d'aussi étrange, a priori pour un écologue, qu'un chiffrage de la biodiversité. Comment ça se passe et qu'est-ce que ça signifie. Alors en faisant cette enquête, je suis tombé sur l'un de ces symboles, auteurs, années, événements qui parfois permettent d'épingler un petit peu un propos. C'est là dont je voudrais partir avec vous, là c'est 1985. Quelque chose qui à mon avis marque un petit peu de façon assez intéressante la question de la biodiversité ou de la diversité biologique, parce que c'est la parution cette même année dans le même volume de la revue Bioscience, le volume 11, de l'article de Edward Wilson, la crise de la diversité biologique, The Biological Diversity Crisis, et juste après celui de Michael Souley, donc dans le même numéro, What is Conservation Biology. Donc vous avez, si vous voulez, là quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est le bilan de l'état de la diversité biologique par Wilson et la proposition d'un agenda scientifique et éthique pour protéger cette diversité biologique. Quand on examine ce moment particulier, on se rend compte qu'il y a un grand absent de cette émergence, c'est le chiffre. Effectivement, la biodiversité et son érosion n'ont pas de réalité scientifique réellement, mais plutôt sont présentés comme une propriété, le fait d'être diversifié, une propriété qui participe très clairement au processus écologique et évolutif, et puis quelque chose qui est qualifiable de sensibilité de la menace, partagée par des lanceurs d'alerte. Donc on a quelque chose de très complexe dans la notion de biodiversité, mais qui n'est pas chiffré et chiffrable a priori. Donc voilà mon point de départ, c'est que finalement la diversité biologique entre en science sans grandeur. Donc, comment on va pouvoir construire la grandeur de la diversité biologique de la Terre. Alors pour Wilson, c'est son point de départ. En réalité, donc, je le cite dans cet article, il commence en disant « Certaines mesures sont cruciales pour notre compréhension de l'univers. Quel est par exemple le diamètre moyen de la Terre ? 12 742 km. Combien y a-t-il d'étoiles dans la Voie lactée ? 10 puissance 11. Combien y a-t-il de gènes dans un virus ? Environ 10 dans le phage X174. Quelle est la masse d'un électron ? 9,11 10 puissance moins 28 grammes. Combien y a-t-il d'espèces sur Terre ? On n'en sait rien, même pas l'ordre de grandeur. Vous voyez ? Donc il y a un absent au départ qui est la possibilité de quantifier cette notion de diversité biologique globale. C'est intéressant sur le plan scientifique parce que souvent la grandeur précède l'existence, on pourrait dire. Par exemple, la découverte du boson de Higgs ou des planètes, souvent on a leur taille et leur grandeur avant même de les observer. Là, on a une intuition extrêmement forte, celle de diversité biologique, qui avait une charge et un passé scientifique extrêmement lourd, et pourtant on se heurte à quelque chose qui est un vide quantitatif. Wilson stipule que cette question est aussi centrale que celle résolue par la physique moderne et autres types de ce qu'il nomme les big science dans cet article. Il lance un appel en réalité à la construction de la diversité biologique, non plus comme intuition, comme message, etc., mais comme réalité quantifiable. La diversité biologique n'existe pas, il faut lui donner un sens quantitatif pour qu'elle puisse émerger scientifiquement. Donc voilà mon problème, c'est que finalement, 30 ans après, en 2015, avons-nous constitué cette réalité quantitative de la diversité biologique ? Et si oui, comment ? La biodiversité a-t-elle pu remplir ce que souhaitait Wilson, c'est-à-dire devenir un objet de big science au même titre que la physique ? Et qu'est-ce que cela signifie réellement de quantifier la diversité biologique globale ? Bon. Alors méthodologiquement, on pourrait évidemment traiter cette question en étalant la somme colossale, tous les exemples possibles de quantification de la biodiversité, de ces graphiques, des techniques, des tendances qui ont été déployées pour essayer de capturer cette réalité quantitative.
Et en réalité, je pense que, depuis la soutenance de HDR de Virginie hier et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a peut-être une méthode plus intéressante qui est non pas de partir justement de ces quantités une fois qu'elles sont construites, mais du processus de quantification, de cet aspect élaboration d'un discours et d'une réalité autour de ce chiffre. Bon. En effet, ce qui a été discuté également au niveau de l'Anthropocène, notamment par Sébastien avant moi, c'est qu'il y a une opération culturelle. Il ne suffit pas d'apposer un double décimètre ou de faire jouer des satellites pour produire des données. Il faut que quelque chose soit possible qui rende la notion de diversité biologique globale intelligible. Autrement dit, ce n'est pas simplement une question de phénomène biophysique à mesurer, dont il suffirait de trouver les instruments. Il faut aussi qu'il y ait un récit qui soit entendable et qui puisse être construit. C'est un peu ce que j'ai ressenti aussi de ce colloque en novembre sur comment penser l'Anthropocène. On avait très clairement cette confrontation d'une réalité biophysique naturaliste qu'on peut appréhender avec des chiffres, et puis d'un discours sûr. Bon. Et c'est bien entendu les deux qu'il s'agit d'étudier et de questionner. On se trompe, comme le suggérait Sébastien, si on prend la question de l'Anthropocène que du point de vue naturaliste, de même qu'on va se tromper si on envisage la question de la quantification de la diversité biologique seulement du point de vue écologique ou quantitatif, et on se loupe quelque chose d'énorme si on l'envisage que comme un concours d'érudition ou de récit de bibliothèque. Voilà ce que je vous propose d'analyser, moi, c'est cette fabrication du chiffre. On se rend compte que ça peut nous enseigner des choses intéressantes sur la façon dont on représente l'Anthropocène aujourd'hui, parce qu'en effet, qu'on soit plutôt d'une origine naturaliste ou d'une origine bibliothécaire, on a besoin de chiffres et on ne cesse de quantifier, de qualifier l'Anthropocène par des chiffres. D'ailleurs, elle émerge cette notion-là avec ce tableau de bord qui est souvent cité comme tel. Vous savez, ce tableau de bord de l'Anthropocène, ce sont des graphiques qui mesurent différentes variables et leur évolution au cours du temps et qui sont censés nous faire surgir une réalité globale. Mais d'où viennent justement ces chiffres au juste? Comment ça se passe? On peut imaginer apprendre des choses intéressantes d'un point de vue même de la construction des connaissances en sciences, parce que l'information, on se doute que l'information synthétisée, triée, ordonnée, ne pourra être comprise comme un miroir d'une réalité objective. Il suffirait de prendre en photo, par exemple, cette biodiversité générale. Donc l'idée, c'est qu'en déneutralisant un petit peu l'apparente neutralité du chiffre, comme lorsqu'elle est présentée comme un tableau de bord, eh bien, on va mieux comprendre le sens. Quel est le sens écologique de ces quantités? Et il est probable, effectivement, de rencontrer sur notre chemin le fait que ces chiffres, en réalité, ont une dimension politique. Ce que Virginie proposait hier, que la conservation est politique, le chiffrage manipulé en conservation sera, en tout cas, porteuse de traces de cette dimension politique. Alors, on a un précédent intéressant. Moi, c'est là-dessus un petit peu que j'ai mené un peu cette recherche. C'est ce qui s'est passé au niveau du changement climatique et de l'idée de climat global. On a un peu ce même processus qui a été très bien disséqué par Paul Edwards, qui explique, et je pense qu'on peut tirer de cette conclusion un petit peu de la présentation de Sébastien aussi, qu'il y a eu besoin de construire une pensée globale. Ça n'a pas été évident, cette affaire-là. Il y a eu cette image de la Terre vue du ciel, mais il y a eu en réalité un processus qui a nécessité une méthode, une confiance construite progressivement dans cette idée de globalité, une institution qui a garanti la possibilité de parler de climat global, et finalement l'établissement de ce que Paul Edwards appelle une vaste machine, qu'il nomme, je cite, comme une activité complexe impliquant l'expertise scientifique, des systèmes technologiques, l'influence politique, des intérêts économiques, les médias de masse et la réception culturelle. Donc la construction, les conditions de possibilité de l'existence d'un climat de la Terre, tel qu'on le vit et qu'on l'observe aujourd'hui, en réalité c'est un tissu d'interaction. On retrouve un peu l'idée de dispositif donc à l'œuvre pour parler de cette réalité. Donc évidemment, c'est assez trivial de dire que la quantification de la biodiversité risque de procéder de la même façon, c'est-à-dire on n'aura pas simplement une compilation de données existantes, mais bien un dispositif plus complexe qui font intervenir des réalités biophysiques et des réalités d'autres sphères.
Donc voilà, je repose ma question, quelles sont les conditions pour que la notion d'état de la biosphère ait un sens? Bon. Alors je propose 3 temps pour ça. Je montrerai dans un premier temps, enfin je suggère dans un premier temps, qu'on va tomber sur une espèce de paradoxe, une contradiction, qui sont que le passage de phénomènes biologiques, parce que pour reprendre le pré-apocalypse, il y a bien un moment donné où il y a des gens, là, des actants, des participants à cette réalité biologique, il y a bien des êtres vivants qui sont là, à l'idée de quantification de l'état de la biosphère globale. C'est le résultat de processus compliqués dans lesquels il va y avoir des reconfigurations extrêmement importantes de l'information. J'ai essayé, moi, de partir d'un de ces grands chiffres de l'état de la biodiversité globale, et puis je l'ai disséqué d'article en article pour essayer de voir si je pouvais à la fin mettre le doigt sur un drapeau, justement. Et il y a des sauts et des choses qui ne nous permettent pas forcément toujours de faire ce lien. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Deuxième moment, je vous propose d'essayer de partir donc à la découverte de la dimension proprement politique de ce chiffrage, justement. Ensuite, j'essaierai de voir, alors ça je ne suis pas encore sûr de mon coup, mais que finalement cette rhétorique du big science et big data prolonge, ou en tout cas accomplisse des modes de gestion de la nature politique relativement anciens. Bon, c'est-à-dire j'essaye de remettre un petit peu en question l'idée de dimension de nouveauté. C'est pas si waouh ce big data et ce big science. Bon. Donc premier mouvement, le statut de la biodiversité globale. Donc quelle biodiversité est donc quantifiable et quantifiée dans ce tableau de bord de l'Anthropocène? Alors clairement, certaines variables de ce tableau de bord sont faciles à comprendre et on voit scientifiquement que ça ne pose pas tant de problèmes que ça. Si vous voulez par exemple de tracer la courbe du taux de croissance ou de l'évolution de la population mondiale. On se doute qu'on peut imaginer faire une somme de proche en proche de recensements effectués ou d'estimations qui sont effectuées à des échelles inférieures et puis qu'on additionne, quitte à additionner des erreurs d'estimation de proche en proche. Bon. Et on se doute que pour produire ces chiffres, il va y avoir des instances spécifiques dédiées à la production donc, de ces chiffres, en l'occurrence le Fonds des Nations Unies pour la population. On a un chiffre là dont on peut comprendre l'intelligibilité. Mais les variables relatives à la biodiversité n'incarnent pas du tout d'emblée cette faculté totalisante. Honnêtement, qu'est-ce que c'est que la diversité de la Terre? L'état de la nature mondiale. Il n'existe pas précisément de nature unifiable dans une variable simple comme la température, une concentration de CO2 ou un nombre d'individus humains. Il n'existe pas non plus d'observatoire global des écosystèmes, de la faune et de la flore. Bon, donc on est mal parti, vous voyez, 30 ans après Wilson, finalement, la biodiversité, elle a été nourrie de plein de choses, mais cette idée de diversité biologique mondiale reste assez abstraite. En réalité, on a quand même des proxys, donc 2 types de phénomènes sont pris pour caractériser cette part vivante de l'Anthropocène, dans ces tableaux de bord qui résument l'état de la planète. Le nombre total d'extinctions, et l'abondance moyenne des populations de vertébrés. C'est souvent les 2 variables canoniques qui sont utilisées. Bon. Ces 2 variables sont estimées en agrégeant des données partielles, estimées pour différents groupes, dans différents pays, et issues de différentes méthodes. Donc c'est là où moi je suis parti à l'enquête de comment on avait pu agréger ces méthodes-là. Donc c'est quand même très suivi, sérieux, etc. Ça suit une méthode tout à fait carrée. Et on s'aperçoit que les biais sont absolument multiples et les erreurs associées à ces chiffres complètement amplifiées, colossaux. Bon. Non seulement parce qu'on additionne, on multiplie, voire on évacue les biais, les erreurs associées à chaque donnée partielle, et qu'en plus en les agrégeant, souvent on fait des sommes d'erreurs, et ça, on oublie bien sûr de charrier cette erreur associée à cette estimation au final. Bon. Mais je voudrais défendre que c'est pas grave. L'erreur associée, à mon avis, n'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas, justement, avec ces chiffres, de quantifier tant que ça l'état de la nature. Bon, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ce qu'il s'agit plutôt de produire, c'est un résultat qualitatif de la dégradation de la biosphère, quitte à accepter qu'une marge d'erreur colossale soit proposée en même temps que ces chiffres. Donc en faisant ce choix, on découvre que le nombre total d'extinctions, même si on se trompe d'un facteur 10 ou 100, est en tout cas bien supérieur effectivement à ce qui se passe en dehors des grandes crises écologiques.
De même que la perte de biomasse de vertébrés, franchement, ça n'a pas beaucoup de sens, ça, ce chiffre-là. Bon, quel vertébré, quel choix, quelle méthode. Bon, n'empêche qu'en faisant ça, même malgré tous les défauts que ça peut savoir, eh bien, on a bien une tendance à la baisse de cette agrégation de la biomasse totale de vertébrés. Il est donc assez clair, à mon avis, que la fonction de preuve peut être remplie indépendamment de ces erreurs associées à ces chiffres. Je pense que c'est un mauvais procès de montrer leur vulnérabilité parce qu'on peut le faire à n'importe quel de ces chiffres. C'est bien plus un résultat qualitatif. Mais du coup, on tombe, et c'est un petit peu là où je voulais en arriver, sur quelque chose qui est beaucoup moins clair, qui est le sens écologique de telle quantité. L'information écologique produite n'a plus rien à voir avec le terrain. Finalement, on a comme ce qui pourrait être assimilé à un principe d'incertitude d'Heisenberg. Vous savez, on ne peut pas connaître la position et la vitesse de la particule. Il faudrait choisir entre la possibilité d'avoir un chiffre qui parle, qui est utilisable et qui est intelligible lorsqu'on l'énonce de façon moyenne, mais qui perd sa vertu de refléter quelque chose d'écologiquement significatif ou qui a un sens avec le terrain. Pourtant, on arrive à une espèce d'absurdité, c'est qu'il n'y aurait plus de rapport entre le terrain et ce chiffre. Donc il y a comme un saut ontologique entre ce qu'on est censé mesurer et ce qui est mesuré. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est de rappeler que quand même, la naissance de l'écologie scientifique montre, et c'est à mon avis tout ce qui fait de cette discipline sa force et son intérêt, c'est que justement, l'écologue est intéressé par collecter un tissu d'informations complexe et diversifié et propose, donc notamment les premiers écologues, c'est très clair, hein, on le voit chez Haeckel qui était également médecin, c'est qu'il faut arriver à capter la singularité du milieu d'interaction, soit des espèces entre elles, soit avec l'environnement, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un mouvement vers l'extérieur et le tissu d'interaction et la complexité de ce qui se passe. Explicitement en se démarquant en faisant ça de la biogéographie traditionnelle et des approches plutôt catalogues ou de la biologie de laboratoire qui se coupe précisément de la réalité de terrain. Du coup, cette donnée est, à mon avis, différente de ce que j'ai qualifié de relevé. Le relevé écologique n'est plus du tout reflété dans cette donnée de biodiversité. La donnée de biodiversité, qui quantifie la biodiversité globale, eh bien, elle délocalise les processus écologiques pour inscrire l'information qu'il reste dans un espace-temps nouveau, qui est celui propre à la base de données, c'est-à-dire cette standardisation, ce formatage un petit peu de l'information qui impose une réalité exogène, qui n'est plus celle de la réalité écologique des processus, mais qui est celle imposée par la méthode même d'aspiration de données de type hétérogène. En somme, ce qui permet finalement la quantification de la biodiversité globale n'est pas de bien représenter les interactions entre les espèces, mais de substituer la biodiversité à ce qu'on pourrait appeler une data-diversité. L'essence même de ce qui est mesuré acquiert un nouveau sens avec des temporalités et des spatialités nouvelles. Donc il y a comme un divorce intéressant, je pense, sur le plan scientifique entre le métier d'écologue et ce que font les naturalistes de terrain et le recours au protocole d'échantillonnage, enfin tout ce qui fait que la science de l'écologie espère de dire quelque chose sur ce qu'elle observe, et ces chiffres qui tout d'un coup créent un chiffrage d'un autre type. Par ailleurs, il y a quelque chose d'assez évident, je passe assez vite là-dessus, c'est que la donnée perd tout coefficient subjectif. On peut considérer que c'est une bonne chose, mais la notion de biodiversité telle qu'elle est apparue chez Michael Soulet, notamment dans cet ouvrage donc, de Bioscience en 1985, considère que la diversité biologique doit refléter un coefficient subjectif, c'est-à-dire une portée normative. C'est d'ailleurs son premier postulat dans cet article, Biological diversity is good. Or ici, avec ces chiffrages de la diversité biologique globalisée, eh bien, on perd un deuxième type de rapport intéressant aux espèces vivantes, qui est justement tout ce qui a permis, ma foi, le rapport étroit entre les producteurs de données et la localité observée. Tout se passe comme s'il y avait une anesthésie, finalement, de ce qu'on cherchait à refléter lorsqu'on produit ces grands chiffres agrégés. Donc, premier mouvement, je résume ça en disant que la quantification du devenir de la biodiversité a dû trouver, pour que ça ait pu avoir un sens, à l'instar des phénomènes climatiques globaux, sa propre vaste machine.
Je pense qu'on a effectivement un système qui est comparable à ce que Paul Edwards a identifié. La biodiversité se donne à l'écologue comme multiple, désordonnée, délocalisée, un produit d'un tissu d'interaction. C'est même là-dessus qu'il va fonder sa distinction épistémologique. Contrairement à ce que font les autres, il va s'intéresser, il va prendre le temps d'aller sur le terrain et de regarder la complexité des milieux. Alors que la quantification de la biodiversité globale traduit ces réalités biophysiques hétérogènes, complexes et dispersées dans des subjectivités multiples, en des graphiques universalisants d'une simplicité extrême et, disons-le, scientifiquement appauvrie. Donc, je ne sais pas ce qu'en penserait Edward Wilson, mais il me semble que du coup, il serait probablement déçu de cet agenda qui consisterait à simplement prendre ces chiffres comme des bons reflets de ce qu'est la diversité biologique. Alors j'en viens à mon deuxième mouvement, c'est que probablement, je vais accélérer un petit peu, le sens à trouver dans les données de la diversité biologique ne sont pas à chercher du côté scientifique, mais précisément politique. Ce qui a pu donner un sens à ces quantifications, c'est leur dimension politique. Alors, ça c'est pareil, comment on peut chercher la dimension politique de ces mesures de diversité globale ? Eh bien, très facilement, en réalité, parce qu'on croise sur notre route tout ce qui a accompagné le travail de la CNDB sur la construction des indicateurs. Ce que ça veut dire, c'est que ces chiffres n'ont pas valeur d'indice, ils ont valeur d'indicateur. Ils sont censés nous étalonner un phénomène pour pouvoir juger si oui ou non on accomplit un programme politique et un agenda qu'on s'est fixé. Donc la dimension politique de ces indicateurs, elle est déjà contenue dans le graphique et dans la façon dont c'est construit. Alors c'est ce que j'ai fait en essayant de disséquer la façon dont les indicateurs étaient construits dans le cadre des différentes COP, et on voit très bien que petit à petit on crée des objets qui sont beaucoup plus politiques que scientifiques, évidemment. Il y a une initiative sur laquelle je me suis interrogé et qui a vertu de Big Data aujourd'hui, qui est pris comme un exemple de Big Data, qui est tout à fait singulier en la matière, qui est le GBIF, Global Biodiversity Information Facility, qui joue le rôle de grand aspirateur général de la biodiversité mondiale. Donc vous pouvez avoir comme ça à disposition des agrégations de données extrêmement diversifiées. Et on s'aperçoit en regardant la genèse de ce GBIF qu'on a en réalité la construction d'un agenda politique, notamment avec l'irruption d'entremetteurs entre science et politique, comme David Alan Bromley, conseiller de George Bush père, qui a été celui qui a initié l'idée de GBIF, avec un agenda clairement affiché de chercher une façon de rendre opérationnel des objectifs de développement durable, d'enrichissement de la connaissance en biodiversité pour avoir si vous voulez, des débouchés appliqués qui relèvent de l'agriculture, de la biomédecine et de la biotechnologie. Et on voit très bien dans cette construction du GBIF qu'il n'y a pas du tout de science de l'écologie. En réalité, ce qui est construit, c'est une connaissance pour pouvoir avoir ensuite une maîtrise ou une action sur le monde. Donc, pour résumer, la notion était finalement assez triviale, mais les produits de la biodiversité, notamment lorsqu'ils sont chiffrés, qui sont globalisés et qui rentrent dans ce jeu des big science et des big data, sont en réalité pétris d'un enchevêtrement entre des motivations scientifiques, certes à la base, mais en réalité toute une dimension politique qui reprend un petit peu ce projet pour répondre à un agenda politique qu'on connaît tous, l'objectif 2010 par exemple, etc. Ce qui veut dire qu'on est toujours dépourvu de dimension globale de la biodiversité, mais en réalité c'est tant mieux d'une certaine façon, parce que comme je vous l'ai annoncé, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens, ça n'aurait pas beaucoup de sens écologique de pouvoir produire un de ces chiffres. Par contre, ce qui m'intéresse dans un troisième temps, je vais aller très vite là-dessus, c'est que est-ce qu'on a quelque chose de tout à fait nouveau, comme souvent le plaide la rhétorique sur les big data, cette accumulation des données qui nous ferait rentrer dans une ère complètement nouvelle du rapport à l'information? Eh bien, je pense pas du tout, dans la mesure où, lorsqu'on regarde ce qui se passe avec ces grandes bases de données, eh bien, ça ressemble farouchement à un projet extrêmement ancien d'accumulation du savoir, notamment proposé par Francis Bacon en 1620,
dans la Nouvelle-Atlantide, où il imagine une société idéale qui accumule comme ça de l'information de façon cumulative, justement, sur le monde, en vue de prédire, alors ça c'est fou, on a l'impression que c'est Nostradamus, qu'il était visionnaire. Il cite des passages qu'on retrouve exactement dans le GBIF pour anticiper les catastrophes naturelles, prédire la température de la Terre, le devenir des ressources biologiques, etc. J'ai regardé, c'était des erreurs de traduction, mais littéralement, on a chez Bacon, dès le XVIIe siècle, cette espèce de fantasme d'accumulation de la donnée en vue de maîtriser, prédire et qualifier la diversité biologique. Donc, pour conclure, ce que je pense, c'est que donc mon objectif là ici, c'était de suggérer que la notion même de quantification d'un phénomène global de type biodiversité, ne va pas du tout de soi, mais nécessite une reconfiguration spécifique des objets, en partie conditionnée par une dimension politique. Mais une conséquence, à mon avis, inattendue de cette entreprise, c'est qu'il y a un processus de disparition, d'effacement, non seulement de ce qui est quantifié, on ne sait plus trop bien ce chiffre, ce qui reflète réellement, mais aussi de celui qui quantifie lui-même. Il y a l'observé et l'observateur qui disparaît. Ça crée quelque chose d'assez inattendu, c'est la création d'un chiffrage qui a des vertus communicationnelles et décisionnelles, mais qui serait, si vous voulez, désincarné, et de l'objet en question et de celui qui produit cette information. Et en ce sens, finalement, la question de la quantification de la diversité globale a, à mon avis, le statut de médiation conceptuelle. On retrouve cette espèce d'hybridation entre une réalité biophysique qui a quasiment disparu dans le chiffre et puis une dimension politique qui cherche à rendre intelligible et mesurable quelque chose qui, a priori, ne l'est pas. Donc, mon idée, c'est que ce diagnostic et ce chiffre sont absolument nécessaires, sans aucun doute. Ça a produit énormément de choses, de l'alerte, de la communication, etc. Mais les participants, justement, reprenons ces êtres vivants qui vivent, humains et non humains, que l'on peut capturer par des chiffres, ne doivent pas, à mon avis, rester dans cet état prisonnier d'un chiffrage global qui procède plutôt d'une incantation figeante sur l'état de la biosphère et en se privant des lieux, des habitats, des plantes, des bactéries, des individus et des humains et des non-humains qui, eux, restent en chair et en os. Voilà. Bien sûr, là, il s'agit de big data et de big science, mais il me semble que dans la démarche écologique elle-même, scientifique, tout chercheur en écologie passe très régulièrement de ces réalités de terrain qui sont éminemment complexes, faits d'interactions qui ne sont pas des interactions de laboratoire, dans leurs analyses, dans leurs tableaux et dans leurs courbes, à un phénomène assez semblable à ce que tu décris, de désincarnation finalement du système, quoi. Donc je voudrais comprendre en quoi c'est très très différent quand on passe de ce qu'on fait habituellement en écologie pour codifier en quelque sorte ce qui a été fait sur le terrain, et qu'est-ce qui est différent avec le big science et le big data. Alors, je pense qu'il y a une différence fondamentale, c'est que la démarche de l'écologue, elle n'est jamais terminée. C'est-à-dire qu'il y a un aller-retour constant. Effectivement, on navigue entre les échelles et entre les contradictions, les anticorrélations, les expériences. C'est-à-dire, on le provoque, ce chiffre qui est produit, pour essayer de le contredire, de le vérifier constamment. Avec le phénomène de big data et de big science, il y a quelque chose qui est assez unidirectionnel et assez peu de retour, finalement, à cette démarche scientifique qui questionne. Et pour en donner un exemple, le GBIF a lancé un appel d'offres assez curieux à l'endroit destiné à la communauté scientifique, qui consiste à essayer de donner du sens à ces données. En réalité, ils n'en ont toujours pas vraiment trouvé. Vous voyez, c'est-à-dire que l'appel d'offres est à peu près rédigé comme ça. Et si, quelle que soit votre idée, on est preneur parce qu'on ne sait toujours pas quoi faire avec ces données. Voilà. Donc, contrairement je pense, à la démarche de l'écologue qui va essayer de faire un aller-retour constant et dans une dynamique d'incertitude et de requalification de ses résultats, là, il y a comme quelque chose qui une production d'une entité, cette datasphère, qui est finalement assez peu confrontée à la démarche scientifique.
Dans le programme politico-scientifique là, que tu décris à la fin de ton exposé, en quoi est-ce que c'est vraiment différent du programme scientifique, politique, social, dans lequel on baigne depuis quelques dizaines d'années? Et puisque tu cites Francis Bacon, programme qui vient directement de l'Angleterre marchande du XVIe et du XVIIe siècle. Voilà, moi c'était une façon effectivement de tempérer un discours qui domine et qui a dominé le discours sur les big data en biodiversité, qui a été, il y a des couvertures extrêmement marquantes, The End of Science, Silent Revolution, il y a quelque chose de la litanie de la promesse, de très révolutionnaire dans cette idée qu'en agrégeant des données, on allait réinventer la façon de faire de l'écologie. Et je pense que justement, moi je suis d'accord avec toi, c'est une façon pour moi d'aller chercher Bacon. Bon, c'est un peu un tour de force parce qu'il faudrait replacer ça dans son contexte et de montrer qu'en réalité c'est l'accomplissement d'un projet relativement ancien et qui n'a pas sur le plan quantitatif, c'est le cas de le dire, amené beaucoup de choses, mais sur le plan qualitatif de notre rapport au monde, à notre façon d'entrevoir l'incertitude, notre maîtrise de la biodiversité, etc., n'est à mon avis pas si différent de ce qui a pu être proposé dans le passé. Je me demande si j'ai peut-être déformé ce que tu as essayé de nous dire, mais cette idée que le grand projet de mesurer la biodiversité est une dimension politique, il me semble que quand on mesure, ça a toujours une dimension politique. Est-ce que l'originalité de la biodiversité, c'est pas plutôt qu'on n'a aucune idée quoi mesurer, et maintenant qu'on dispose de tout un tas de systèmes de mesures automatiques, on se retrouve avec plein de chiffres, effectivement, comme on n'a pas réfléchi en amont au sens qu'on pouvait leur donner, on arrive à ce que tu me disais à la fin sur l'appel d'offres un peu étrange du GBIF qui dit maintenant comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, mais il me semble que, je peux me tromper, je n'ai pas fait de recherche systématique, mais chaque fois qu'il y a eu la mise en place d'un système de mesure, par exemple en économie, que ce soit le tableau du bon docteur Kenney ou l'invention du PIB pendant la Seconde Guerre mondiale, chaque fois la finalité était 100% politique. Qu'après, on s'adresse à des gens qui ont une pensée de nature scientifique de façon à ce que le calcul ne soit pas faux ou absurde, mais c'est du conseil, c'est pas la finalité. Non, ça c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, il y a tout un travail là-dessus, même sur les statistiques elles-mêmes, ça vient de l'État. Tout le travail de Desrosières sur le rapport au nombre, la question de la confiance, la construction de la confiance vis-à-vis des nombres, etc. Donc moi, c'est ça que j'ai voulu interroger sur la biodiversité, comment ça se passe, c'est-à-dire comment, effectivement, on a, en travaillant sur ce chiffrage, l'occasion de voir à l'œuvre une intrication entre science et politique. Donc je pense ne pas du tout découvrir quelque chose de nouveau. Par contre, ça m'intéresse en tant qu'écologue, dans la mesure où on se demande quelle est la place de l'écologie, comment infiltrer un petit peu ce processus, l'influencer, le rendre intéressant. Et par exemple, sur la question de l'espace et du temps, il y a quelque chose à mon avis, il y a tout un travail à faire, c'est-à-dire de rendre ces processus de chiffrage compatibles avec un espace-temps écologique qui ne soit pas simplement réduit à cet espace-temps de la base de données qui appauvrit le chiffre de tout son contenu scientifique. Donc moi je pense décrire quelque chose de tout à fait attendu, mais je pense qu'en le décrivant et en regardant comment ça se passe concrètement, on a des manières d'entrer et de regarder comment l'écologie peut effectivement être utilisée ou pas lors de ces processus de chiffrage. Mais en amont, il y a vraiment cette question de qu'est-ce qu'on mesure. C'est quoi l'unité à laquelle on va pouvoir donner du sens? Il y a tout le débat sur les mesures de biodiversité, depuis le décompte des espèces jusqu'à la différenciation, de tout un tas de choses un peu exotiques correspondent à ça. On aimerait mesurer parce qu'il y a une demande politique, mais avec quoi est-ce qu'on va bien pouvoir le faire? Ce qui est complètement différent des mesures que peuvent faire in situ les écologues pour tester leurs hypothèses. Ça, c'est pas politique, mais c'est... Voilà, et c'est là où je pense qu'on a une des formes de résistance possible de la biodiversité en tant que phénomène, en tant que processus, en tant que somme d'entités, mais aussi en tant que souci environnemental, c'est qu'elle ne se laisse pas appréhender ou quantifier, chiffrer facilement. Donc il y a comme une résistance de la biodiversité à ce dispositif. Il y a la tentative de la construction d'une vaste machine pour essayer de capturer quelque chose qui serait aussi simple que la température, mais en réalité la biodiversité en tant que telle, et ça je trouve que ça c'est intéressant, avec son espace-temps propre et ses multiples dimensions,
ne se laisse pas attraper